Bonjour à toutes et tous, merci de suivre cette nouvelle émission Le temps de comprendre, consacrée aujourd'hui à l'assurance dépendance, coproduite avec la société d'actuariat conseil Galéa. Nos sociétés occidentales vieillissent et le nombre de personnes risquant de se retrouver en perte d'autonomie augmente. Une perte d'autonomie qui, selon son degré, peut coûter cher aussi bien pour les personnes pouvant rester à leur domicile que celles qui se voient dans l'obligation de rejoindre un établissement spécialisé, c'est-à-dire un EHPAD. Préfinancer ce risque devient un enjeu majeur pour les futurs retraités, même si certains se disent dans leur grande majorité préoccupés par cette situation de perte d'autonomie. Peu franchissent encore le pas de l'assurance. Alors n'est-il pas le temps de remobiliser les distributeurs sur ce type de solutions d'assurance et d'assistance qui prennent aussi en compte notamment les difficultés des aidants familiaux? Alors pour en parler, sont présentes autour de ce plateau 3 invités. Tout d'abord Cécile Vineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing AG2R La Mondiale. Aurélie Daubat, responsable domaine marketing Apivia Massif Mutuel, bonjour. Bonjour. Et Cindy Cornouaille, consultante Galéa et associée, bonjour. Bonjour. Alors ma première question se dirige vers vous. Voilà, on l'a dit, la perte d'autonomie concerne principalement les seniors. Pour commencer, et donner un cadre à nos discussions, quels sont les chiffres clés liés au vieillissement de la population ? Alors effectivement, quand on parle de perte d'autonomie des personnes âgées, on parle d'un risque qui survient à peu près autour de 80 ans. Et donc si on regarde la démographie telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle est prévue par l'INSEE dans les années futures, aujourd'hui la tranche d'âge des plus de 75 ans, c'est à peu près 7 millions de personnes. Et à horizon 2070, l'INSEE prévoit que cette tranche d'âge pourrait être portée à 12 millions de personnes, voire 14 millions si on garde les scénarios les plus extrêmes. Et en parallèle de ça, ce qui est prévu, c'est plutôt une baisse du nombre de personnes de moins de 60 ans et une baisse qui va être d'autant plus marquée sur les 45-60 ans, tranche dans laquelle on trouve les aidants, donc c'est ces personnes qui sont susceptibles d'accompagner les personnes âgées en perte d'autonomie. Donc on voit que voilà, cette déformation de la pyramide des âges fait qu'on va avoir un sujet prise en charge de la dépendance du fait d'un effet volume avec davantage de personnes âgées, et aussi potentiellement un effet de durée de prise en charge en fonction de l'évolution de l'espérance de vie et de l'espérance de vie sans incapacité. Et en parallèle de ça, on a des coûts qui sont quand même relativement importants. Un EHPAD, c'est en moyenne 2 000 € par mois, mais c'est très, très hétérogène selon les situations. Et pareil, un maintien à domicile, alors c'est beaucoup plus délicat à chiffrer, mais il y a des situations où ça coûte autant qu'un établissement. Donc voilà, on est quand même sur un sujet important. Bien sûr. Alors rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Aurélie Daubat, quel est l'état du marché de l'assurance dépendance individuelle ? Eh bien, le marché de l'assurance dépendance individuelle est très peu dynamique. Ce qui est paradoxal, ne serait-ce que par rapport à l'opinion des Français. Lorsqu'on les interroge, ils placent la perte d'autonomie en priorité dans leurs préoccupations. Donc il y a ce paradoxe-là entre cette préoccupation et l'absence de dynamisme du marché. Pourtant, compte tenu des enjeux qui sont très importants, comme Cindy le disait, compte tenu de la démographie... Et la prévision qu'on a. Exactement. L'assurance a toute sa place, en fait, pour prendre sa part dans le financement des dépenses liées à la perte d'autonomie, en particulier liées à l'âge. Alors, malgré tout, les contrats peinent à trouver leur public. Et il y a bien sûr de multiples facteurs qui expliquent cela. Donc il y a un premier facteur qui sont des freins psychologiques. Oui. Ça demeure un sujet très anxiogène pour les consommateurs. Donc voilà, il y a une difficulté à en parler. Il y a encore une croyance ancrée en l'État-providence qui pourvoira, qui financera les besoins qu'on pourrait avoir avec l'avancée en âge. Associé parfois avec des confusions, on se dit quand je vieillis, ma santé décline et en fait les dépenses de santé, c'est pris en charge par la sécurité sociale et par ma complémentaire, ce qui n'est évidemment pas le cas pour les dépenses dont on parle. Et on observe aussi une sorte de décalage entre l'âge auquel on est censé souscrire ce type d'assurance individuelle dépendance, qui est autour de 50, 60 ans, et l'âge auquel on commence à s'en préoccuper. C'est ça, l'âge effectif. Exact, qui est pas l'âge effectif, même avant, voilà, autour de 70 ans, quand on commence à ressentir en fait les premières fragilités. Et là, il se trouve que pour les contrats à assurance individuelle, il y a une sélection médicale.
Donc, ça pose aussi problème. Encore un facteur qui n'aide pas, c'est la complexité. Le terme même dépendance, là on l'utilise très librement entre nous, entre assureurs. En la dépendance, quand vous parlez avec tout un chacun, c'est la dépendance au tabac, la dépendance à l'alcool, c'est pas la perte d'autonomie. C'est pas la perte d'autonomie. La définition même de cette fameuse dépendance, elle peut être différente entre les pouvoirs publics, les assureurs entre eux. Par exemple, les pouvoirs publics donc, se basent sur la grille Agir. Et on est considéré comme en perte d'autonomie entre le GIR 4 et le GIR 1, sachant que le plus grave, c'est le GIR 1. Oui, pas le GIR 4. Donc voilà, donc il y a toutes ces petites choses qui ajoutent encore une complexité au sujet, qui font qu'au final, les contrats se vendent difficilement. Ils demandent encore un gros taux d'effort de la part des réseaux commerciaux. On observe en fait un faible taux de transformation des devis, un temps d'entretien long. Donc c'est définitivement un contrat qui ne s'achète pas mais qui se vend. Il faut vraiment une démarche. Oui, on reviendra sur cette démarche juste après. Cécile Huinot, tout d'abord. Est-ce que vous remarquez les mêmes constats pour les assurances dépendance collectives ? Alors, même constat sur l'assurance dépendance collective, c'est un marché assez peu dynamique. En revanche, c'est un marché qui a beaucoup évolué dans ses offres. Il y a 10 ans, on était sur une assurance dépendance collective assez classique. Et puis, le marché a un peu bifurqué vers des assurances collectives, mais à adhésion individuelle. D'accord. Et puis, il a continué à bifurquer ce marché, non pas vers de l'assurantiel pur, mais vers des réflexions, voire des offres qui se sont lancées sur des contrats assurantiels pour les congés proches aidants, venant compléter les congés proches aidants. Donc, beaucoup d'assureurs ont réfléchi et certains ont mis en œuvre ces contrats. D'autres, comme nous, après étude du marché, nous ne l'avons pas mis en œuvre, tout simplement parce que le congé proche aidant est très peu pris par les salariés. Donc, il y avait une bonne idée, mais derrière, comme c'est un congé qui est peu pris par les salariés, peu d'usage. Donc, c'est un contrat que nous, on n'a pas souhaité mettre en marché. En revanche, on a mis en marché, et c'est là la dernière bifurcation du marché sur la dépendance, c'est des contrats autour du service et des services vers les proches aidants et surtout vers les salariés aidants. Comme le disait Cindy, les âges pivots des salariés aidants, des aidants, c'est 50 ans. Et donc, ils sont salariés. Et donc, nous, on a vraiment fait bifurquer nos offres. On a toujours une offre de dépendance collective, mais avec un marché assez peu dynamique. Par contre, un marché très dynamique au niveau des entreprises pour protéger leurs salariés aidants. D'accord, donc on voit cette difficulté de dynamiser ce secteur. Signé en tant qu'actuaire, finalement, la perte d'autonomie est-elle assurable ? Alors, oui, j'ai plutôt envie de dire oui. J'imagine bien. Après, d'un point de vue actuariat, c'est vrai qu'on est sur des produits relativement délicats à piloter, d'un point de vue technique, pour plusieurs facteurs. Il y a un premier facteur qui est dû au fait qu'aujourd'hui, en fait, on a assez peu de statistiques en termes de probabilité de survenance et de durée moyenne de maintien en dépendance, qui soient basées sur des données agrégées de portefeuille d'assureurs, comme on peut avoir, par exemple, en arrêt de travail. Ou en arrêt de travail, on a des tables de référence qu'on utilise pour tarifer, pour provisionner. En dépendance, aujourd'hui, ça n'existe pas pour les raisons qu'indiquait Aurélie, à savoir les définitions hétérogènes qui existent sur le marché. Il y a vraiment beaucoup de définitions différentes qui fait qu'aujourd'hui, c'est délicat d'agréger des portefeuilles pour avoir une base de données suffisamment robuste. Donc aujourd'hui, ces tables de référence, elles n'existent pas. Donc ça, c'est un premier élément qui complexifie le pilotage. Il y a un deuxième élément aussi sur ces produits, c'est qu'on est sur des produits avec un pilotage de long terme. Il y a un décalage important entre l'âge à la souscription autour de 60 ans et l'âge à la survenance du risque autour de 80 ans. Donc on est sur un pilotage avec beaucoup d'incertitudes en termes d'évolution du risque, en termes financiers. Et à ça s'ajoute un sujet qu'on a aujourd'hui qui est un sujet mutualisation. Alors il existe quelques gros portefeuilles d'assureurs, mais disons que d'un point de vue vision marché, le nombre de personnes couvertes en dépendance depuis 2016 n'a quasiment pas évolué. Donc on est sur un marché qui stagne avec, sur certains portefeuilles, assez peu d'effets mutualisation. Maintenant,
Maintenant, juste pour rester positive quand même sur tout ça, il y a sûrement des solutions pour pallier ces freins techniques qui existent. Et peut-être que, par exemple, ça pourrait passer par des partenariats publics-privés. C'est des choses qu'on a observées dans certains autres pays qui ont les mêmes sujets démographiques que nous, où en fait, il y a un moment où les finances publiques fatiguent. Et du coup, l'État met en place des initiatives pour encourager l'assurance privée et que les assureurs prennent aussi part au financement du risque. Donc ça peut être des avantages fiscaux ou la proposition France Assureur aussi récente d'une assurance universelle. Enfin voilà, il y a des partenariats publics-privés qui peuvent aider à pallier ces freins techniques qu'on a aujourd'hui sur le marché. Mais voilà, on va aller vers plus de positivité. Aurélie Delmas, comment, selon vous, est-ce qu'on peut justement lever ces freins ? Est-ce que vous avez conçu une offre pour répondre à ces freins ? Oui, tout à fait. Effectivement, on a fait, nous, cet état des lieux avec tous ces freins. Et donc, on a conçu une offre innovante. On est parti du constat que les dépenses nécessaires pour couvrir les frais liés à la perte d'autonomie peuvent croître selon deux axes. Soit effectivement le niveau de dépendance, la dépendance partielle et la dépendance totale. Classiquement, c'est ce qu'on trouve dans les offres individuelles du marché. On a une rente en cas de dépendance partielle qui augmente en cas de dépendance totale. Bien sûr. Il y a un autre axe qui est celui du lieu dans lequel on réside en étant dépendant. Donc soit effectivement une dépendance à domicile, soit une dépendance en établissement. Et selon cet axe-là aussi, les frais augmentent et donc les besoins de financement augmentent. Et c'est cet axe qu'on a retenu, donc en proposant au sein de notre contrat des formules avec une rente prévue en cas de perte d'autonomie à domicile qui augmente en cas de passage en établissement. Donc ça permet en fait de ne plus parler de l'intégrité physique de la personne, la dépendance partielle, la dépendance totale, à quel point vous êtes en souffrance. Et pour les vendeurs, du coup, c'est aussi plus facile à aborder avec les clients. L'autre chose que nous avons faite, c'est que nous avons pris le parti de baser notre définition de la dépendance uniquement sur la grille Agir, qui est celle donc, des pouvoirs publics. Ça permet d'écarter tout soupçon de conflit d'intérêts. Quelques détails peut-être sur la grille Agir ? Oui, alors la grille Agir, c'est une grille de référence qui évalue les fonctions tant physiques que psychologiques d'une personne dans la vie courante en fait. Voilà. Oui. Et effectivement, donc ça va de GIR 1 à GIR 6. GIR 6, on est totalement autonome et on est considéré comme en perte d'autonomie par les pouvoirs publics de GIR 4 à GIR 1. Donc, je disais, ça éloigne le soupçon de conflit d'intérêts qui serait, c'est l'assureur qui évalue l'état de dépendance et c'est lui qui paye la rente aussi en fonction de ça. Donc déjà, voilà, ça permet de clarifier un peu les choses. Et d'autre part, c'est aussi plus cohérent et ça peut enlever des déceptions quand une personne est jugée en perte d'autonomie au sens des pouvoirs publics et son assureur lui dit non, vous n'êtes pas dépendant au sens du contrat. Donc là, en étant calé sur la même grille, ça nous permet vraiment d'avoir cette cohérence-là. On a choisi aussi au sein du contrat d'intervenir donc, dès le GIR 4, donc dès le plus faible niveau de dépendance reconnu par les pouvoirs publics, avec le versement d'un capital premier frais et la libération d'une enveloppe de service. Les rentes, quant à elles, sont versées à partir du GIR 3 parce qu'on a conscience que intervenir au plus tôt dans ce processus, c'est aussi limiter l'aggravation de l'état de santé. Autre chose qu'on a fait aussi avec ce contrat donc, qui est très long, qui est souscrit donc, autour de 60 ans pour un risque qui survient autour de 80-85 ans, on a jalonné en fait, le contrat de services d'assistance qui peuvent être utilisés tout au long de la durée de vie de l'assuré. Donc d'abord de la prévention, tout simplement, avec de l'accès à des coachings pour la nutrition, pour l'activité physique, un bilan préventif de l'habitat aussi, pour commencer à anticiper des aménagements qui pourraient être nécessaires. On a également une assistance en cas d'immobilisation ou d'hospitalisation et bien sûr, c'est très important, effectivement, un soutien aux aidants avec beaucoup de prestations d'assistance pour les aidants. Il y a 5 blocs d'assistance, donc une aide administrative, un bilan de l'habitat, un relais en cas d'urgence, une aide au répit et une assistance psychologique. Puis la dernière chose aussi qu'on a travaillé, c'est également, on a travaillé à simplifier la sélection médicale. Puis, comme je vous le disais, vous pouvez aussi freiner les ventes. Merci beaucoup. Et Cécile Vineau, du coup, quelles seraient les caractéristiques des contrats pour les dépendances collectives ?
Alors, nous, AG Desarts Mondial, on est un acteur historique du bien vieillir. On est pionnier dans l'assurance dépendance puisqu'on a lancé le premier contrat en 1984. On a fait beaucoup évoluer les gammes individuelles aussi de dépendance, enfin de perte d'autonomie d'ailleurs, sur l'individuel, pour vraiment qu'elles correspondent en effet, comme tu le soulignais, au marché, aux besoins et aux attentes, pour justement qu'elles soient plus souscrites et qu'elles puissent protéger un plus grand nombre de personnes. Sur la partie de l'entreprise, en B2B, on a souhaité vraiment co-construire avec des entreprises clientes une offre. Et cette offre, c'est une offre de service pour accompagner les salariés aidants parce que c'est ce que nous demandaient les entreprises. Donc, c'est une offre qui s'appelle Aux côtés des aidants. Et c'est une offre qui a vraiment vocation, qui a 2 volets. C'est un volet qui va aider le salarié aidant avec un care manager qui va faire le bilan avec lui de sa situation, faire un plan d'action complètement personnalisé et qui va suivre ce plan d'action dans le temps. Donc, il y a un vrai accompagnement du salarié aidant. Et puis, on a un volet aussi auprès de l'entreprise, de ses managers et des RH pour accompagner sur ce sujet assez délicat de la perte d'autonomie et d'être aidant. Et donc, on a tout un volet de sensibilisation, de communication, avec aussi un plan d'action qui peut rentrer complètement dans l'agenda de l'entreprise, avec, par exemple, la Journée nationale des aidants en octobre, etc. Et justement, Cindy Corneuil, donc on a beaucoup parlé des aidants. Y a-t-il un vrai lien? Vous pouvez nous détailler le lien avec les formules de dépendance? Alors c'est vrai que les aidants, c'est vraiment un volet important de la prise en charge de la dépendance. On sait qu'aujourd'hui, ils dispensent une aide qui est gratuite, entre guillemets, auprès des personnes âgées. Ils ont un vrai rôle pour les aider à rester à domicile, parce que le souhait de maintien à domicile, c'est vraiment un souhait qui ressort dans toutes les études qui sont faites, les Français, et on souhaite rester à domicile pendant nos vieux jours. Donc les aidants sont vraiment un volet important pour ça. Et c'est à la fois un sujet prise en charge de la perte d'autonomie, c'est un sujet d'entreprise puisque ça concerne beaucoup de salariés. Et d'ailleurs, depuis 2019, le thème de négociation, le thème de conciliation vie personnelle et vie professionnelle des salariés aidants est un thème de négociation obligatoire au niveau des branches professionnelles. Et c'est vrai que le cadre de protection sociale peut être tout à fait un cadre qui peut aider à accompagner les salariés aidants via des enveloppes de services, via aussi pourquoi pas des aides financières et pourquoi pas via aussi l'exploitation du degré élevé de solidarité qui est c'est un dispositif qui fait que les assureurs recommandés par une branche affectent une partie de la cotisation à des prestations à caractère non contributif, comme par exemple de la prévention ou de l'action sociale. Et tout ce qui est aide aux salariés aidants, c'est vraiment quelque chose qui peut tout à fait s'intégrer là-dedans. Donc voilà, c'est vrai que les aidants, c'est vraiment un sujet important. C'est important de les aider dans leur quotidien. Il y a aussi des sujets en cours au niveau de la réforme des retraites pour les aider pour élargir certaines conditions pour valider certains trimestres. Donc voilà, ils ont vraiment un rôle important dans cette prise en charge globale de la perte d'autonomie. Aurélie, est-ce qu'il y a une différence de prise en compte de ces aidants entre les assurances collectives et individuelles? Bah écoutez, on va en parler. Mais je ne pense pas. En fait, pour la Massif, donc, c'est un engagement très fort auprès des aidants depuis plus de 15 ans. Et pour nous, notre définition, les aidants, ce sont des personnes qui apportent bénévolement et régulièrement une aide à une personne malade, en situation de handicap ou en perte d'autonomie liée à l'âge. Donc c'est aussi bien l'aidant d'un enfant en situation de handicap que d'une personne âgée. Et je pense qu'en collective, c'est similaire en fait. Et comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Alors je vais vous poser la question à toutes les deux. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette prise en charge des aidants dans ces contrats? Alors effectivement, pour la Massif, en tant qu'assureur, on a d'abord inclus des prestations au sein des contrats, alors dépendance assez naturellement, mais également santé, et plus récemment dans notre contrat garantie accident, qui couvre plus de 4 millions de sociétaires ainsi que leurs conjoints. Donc en fait, pour vraiment donner accès au plus grand nombre à ces prestations pour les aidants. Et au-delà, effectivement, des contrats, encore une fois, ce sont des actions via des études, par exemple, sur être aidant et travailler. Ce sont des actions lors de la Journée nationale des aidants, effectivement, chaque 6 octobre. La contribution pour la publication de livres, comme les livres de Blandine Brica, des vies ordinaires, etc.
Et puis 2023 aussi, on continue l'engagement et le temps fort politique majeur sera sur les jeunes aidants. Donc pareil, recueil de témoignages, publications et puis des actions mutualistes lors de la JNA. Alors on est, nous, sur la même définition, que ce soit dans les contrats individuels ou collectifs. Sur la partie collective, comme on a co-construit avec des entreprises et des salariés aidants, on a aussi élargi notre service, non seulement aux salariés qui sont couverts par le contrat de l'entreprise, mais également à leurs conjoints. Si le conjoint est aidant, on considère que ça a un poids aussi sur la famille et que le conjoint contribue également. Donc nous, on a ouvert aussi aux conjoints qui ne sont pas forcément salariés de l'entreprise le dispositif aux côtés des aidants. Donc ça, c'est une première ouverture. Et puis, on insiste sur la sensibilisation auprès des entreprises, auprès des salariés, auprès des managers pour valoriser le statut d'aidant, pour montrer que ça développe aussi d'autres compétences. L'aidance, ça décuple l'empathie, ça permet de décupler aussi la polyvalence. Donc tout ça, c'est des soft skills qu'on utilise pas mal en entreprise et qui sont valorisables. Donc c'est vraiment tout ce sujet de sensibilisation qu'on travaille et avec des kits spécifiques de communication pour justement que les salariés aidants n'aient plus cette culpabilité à se déclarer aidants et à utiliser des services qui sont faits pour leur faciliter la vie. Et est-ce que aussi les assureurs devraient plus se tourner vers les aidants pour peut-être lever certains freins dont on a parlé tout à l'heure ? Alors oui, tout à fait. Nous, ça fait une quinzaine d'années qu'on a un site qui s'appelle Aidons les Nôtres. Aidons les Nôtres, donc on a fait un site vraiment spécifique pour les aidants et par les aidants aussi, puisque c'est un site où on a mis à disposition toute l'information qui peut être utile pour les aidants, notamment juridique et administratif, parce que c'est un gros poids pour eux. Il y a des experts également qui répondent à leurs questions. Et puis surtout, c'est un site communautaire. Les aidants se répondent entre eux, se parlent de leur parcours d'aidant. Et puis certains, quand ils sont plus aidants, ils restent quand même sur le site pour continuer à apporter leur expérience aux nouveaux aidants qui ont plein de questions, plein de doutes. Et donc c'est une belle communauté qui vit depuis une dizaine d'années. On va passer un peu du côté des distributeurs, et ça, c'est une question que peut-être vous pouvez à toutes répondre. Est-ce que vous pensez qu'ils ont conscience que cette perte d'autonomie est un enjeu majeur ? Je vais commencer par vous, Aurélie. Oui, bien sûr. La Massif, son devoir, c'est d'apporter une réponse pertinente en termes d'assurance en cas de perte d'autonomie. D'autant plus qu'en France, on est assez attaché à la transmission patrimoniale. Et en fait, détenir une assurance dépendance, ça peut éviter la vente de la maison familiale ou de dépenser l'épargne de toute une vie pour financer une perte d'autonomie. Et ça, c'est un conseil qu'on peut apporter auprès de nos assurés. Mais est-ce qu'ils ont conscience qu'ils ont vraiment un rôle de conseil et qu'il faut qu'ils l'utilisent d'autant plus ? Alors oui, je pense que pour qu'ils puissent en avoir pleine conscience, il y a sûrement des éléments de formation à améliorer, de davantage former les distributeurs aux produits qui sont proposés, davantage les former à comment mettre en valeur l'utilité de ces produits et le fonctionnement. Je pense qu'il y a peut-être un sujet au niveau d'amélioration de la formation des distributeurs aussi. Et quelle serait la cible privilégiée pour ces conseils ? Je pense par exemple en termes de classe moyenne supérieure, ce serait ces personnes-là. Comme cible pour ces contrats plutôt. En fait, effectivement, pour tout un tas de raisons techniques, notamment donc la faible surface de mutualisation, sont des contrats qui restent relativement chers. Donc les personnes avec les revenus les plus modestes n'ont peut-être pas les moyens aujourd'hui de souscrire. À l'inverse, les personnes qui ont des revenus plus confortables pourront s'orienter vers de l'épargne pour auto-assurer cette possible perte d'autonomie. Donc finalement, la cible privilégiée, c'est une sorte de classe moyenne supérieure qui a à la fois les moyens de financer la cotisation d'assurance, mais qui n'a pas des revenus suffisants pour lui permettre de se constituer l'épargne nécessaire à un autofinancement en fait, de cette possible
perte d'autonomie. Donc la cible aujourd'hui en assurance individuelle, elle est plutôt celle-ci. Et effectivement, pour rebondir sur la question tout à l'heure, les aidants sont aussi une cible privilégiée en termes d'assurance parce que ce sont des gens qui sont sensibilisés, qui savent ce que c'est la perte d'autonomie, qui savent le coût humain, le coût financier, l'investissement. Et c'est un peu le cas de tous les contrats de prévoyance, mais finalement, on les souscrit beaucoup pour protéger les autres, pour protéger son entourage. Donc, les parents les souscrivent pour sauvegarder en fait leurs enfants et se dire, bon, j'aimerais ne pas être un poids à l'avenir. Donc, c'est en ça que les aidants, effectivement, peuvent aussi être une cible privilégiée. Et Cindy, est-ce qu'il y aurait des innovations possibles pour certains produits ? Alors oui, c'est vrai que le marché de l'assurance dépendance aujourd'hui, par rapport à d'autres marchés comme de la santé ou de l'arrêt de travail, on est quand même sur un marché un peu moins réglementé en termes d'offres, en termes techniques. Donc je pense qu'il ne faut pas se priver de réfléchir à d'autres solutions parce qu'il n'y a sûrement pas une solution unique pour tout le monde et qu'il y a peut-être des produits différents qui peuvent répondre à d'autres besoins et pas hésiter non plus à capitaliser sur ce qu'on connaît déjà. Par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que les caractéristiques de la dépendance, elles vont être très différentes si la maladie à l'origine de la dépendance, c'est plutôt une maladie psychique ou une maladie physique. Dans le cas d'une maladie psychique, on va être sur des fréquences plus tôt, des fréquences plus importantes, des fréquences d'entrée en dépendance et aussi des durées de prise en charge beaucoup plus longues que si on est sur de la dépendance physique. Et du coup, par exemple, c'est vrai que faire un lien entre les produits maladies redoutées et les maladies dépendance, ça peut faire sens parce qu'il y a vraiment un lien entre les caractéristiques de la dépendance et la maladie à l'origine de la dépendance. C'est un exemple. Et je pense qu'il faut aussi vraiment élargir le spectre. Et on sait que le maintien à domicile, c'est aussi un sujet d'importance. Donc réfléchir aussi à ce qui pourrait être fait au niveau garantie adaptation des logements dans les contrats d'assurance habitation. Je pense qu'il y a beaucoup de produits qui existent, il y a beaucoup d'idées qui sont proposées. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à creuser certaines idées. Et un dernier mot sur la 5e branche de la sécurité sociale. Où en est-on ? Est-ce qu'on peut compter sur elle ? Alors, la 5e branche, c'est vrai qu'elle permet vraiment de donner un nouveau cadre. Elle montre que c'est un sujet qui est préoccupant, qui va devenir de plus en plus préoccupant. Donc, la 5e branche, il faut qu'elle trouve des financements. Aujourd'hui, il y a des aides qui existent, mais on voit que le besoin va être croissant. Donc, il y a vraiment un sujet financement. Et les objectifs aussi de cette 5e branche, c'est aussi de faciliter la prise en charge, de faciliter le parcours pour le dépendant. Aujourd'hui, c'est pas forcément très simple. Il y a beaucoup d'hétérogénéité de prise en charge au niveau du territoire aussi. Des choses qui pourraient être davantage harmonisées. Donc, je pense que la 5e branche, elle a à la fois un rôle opérationnel pour faciliter la vie des personnes âgées dépendantes et aussi financière, bien sûr. Bien, merci beaucoup à toutes les trois pour ce débat sur l'assurance dépendance. Je rappelle, Cécile Vineau, vous êtes responsable marketing AG2R La Mondiale. Aurélie Daubat, vous êtes responsable de domaine marketing chez Apivia Massif Mutuel. Et Cindy Cornouaille, vous êtes consultante Galéa et associée. Et merci à vous de nous avoir suivis pour l'émission Le Temps de comprendre et à bientôt.